Salut. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer pendant un petit moment le fonctionnement de l'ordinateur. Lorsqu'on regarde un ordinateur, la seule question que l'on pourrait se poser, quel est son fonctionnement? Bien sûr, au début que nous avons dit que du point de vue externe ou encore le software, je dirais le hardware, pardon, était constitué de différents éléments. Ok? Ces éléments qui constituent en fait l'ordinateur, certains de ces éléments ne sont pas vraiment nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Mais par contre, il y en a ceux qui sont vraiment nécessaires. Je dirais par exemple le mémoire, le processeur. Et bien sûr que nous allons parler en large et en détail de chacun de ces éléments, rien en sert d'anticiper. Ou bien, si nous avons déjà parlé de cela, on va juste y revenir pour poser encore ou reposer encore le base en ce qui concerne le fonctionnement de l'ordinateur. J'allais dire, ou encore je l'ai dit tantôt, ou en quelque sorte, je le dirais, que dans l'ordinateur, il y avait une pièce qu'on l'appelait microprocesseur ou processeur. Et cette pièce, nous l'avons comparée au cerveau humain, dans le sens que le cerveau humain, ou c'est le cerveau humain qui coordonne tout ce qui est événement, toute activité vitale corporelle. Je n'entrerai pas en détail pour parler comment est-ce que cela arrive, mais je vais beaucoup plus rentrer dans les cadres de cette vidéo pour parler dans quel sens le processeur qui est comparé à un cerveau humain ou encore appelé dans d'autres termes le cerveau de l'ordinateur arrive-t-il à fonctionner afin de permettre le bon fonctionnement de l'ordinateur. Tout premièrement, c'est qu'on doit savoir que l'ordinateur en quelque sorte, bien sûr, s'il faudrait voir le base de données, je dirais les mémoires pardon, était comme une bibliothèque qui contient des informations. Ces informations sont stockées ou je dirais sont des livres et vous verrez que chaque livre a un endroit spécifique et le livre sera également classé en raison d'affinité. Lorsqu'on entre dans une bibliothèque pour la toute première fois, on doit alors se diriger vers celui qui s'en occupe. Ainsi donc auprès de lui, on pourrait avoir des informations. De la même manière qu'un ordinateur, nous ne connaissons pas où se trouve ce que nous cherchons, mais nous allons juste l'interroger en tapant une information. Et cette information sera récupérée par le processeur qui va en décoder l'instruction dans le sens où, on l'avait dit, on le dira, que l'ordinateur est constitué ou fonctionne avec le langage binaire, alors que nos programmes que nous utilisons sont écrits en langage informatique. Et pour que l'ordinateur puisse décrypter cette information, il faudrait préalable transformer le langage informatique en langage binaire. Alors, c'est exactement le processeur qui s'en charge dans le sens de décoder l'instruction. Une fois que l'instruction est décodée, alors c'est à ce moment que cette instruction peut être exécutée. Et ainsi, à la fin, on peut donner le résultat. Ainsi donc que le processeur se sert ou s'en charge, ou je me dirais, se prépare à exécuter ou à remplir ces 4 tâches sans lesquelles l'ordinateur serait caddie. Bien sûr, comme je le dis, il n'y a pas seulement le microprocesseur. Par exemple, on peut parler de mémoire également qui servent à gérer ou à stocker ces informations. Et plus pire encore avec des mémoires vives qui contrôlent même la configuration de l'ordinateur. Ensuite donc, nous allons beaucoup plus pour ces 4 parler du fonctionnement du point de vue processeur. Bien sûr que nous venons de l'introduire tout en disant que c'était en fait la pièce qui permettait d'exécuter 4 tâches. Ces 4 tâches qui étaient en premier lieu la récupération des instructions, son décodage, son exécution, ainsi l'interprétation ou encore
ou je dirais encore renvoyer les informations. Si nous prenons un type de périphérique ou une pièce faisant partie du soft hardware, comme les claviers, nous allons nous rendre compte qu'en soi, les claviers, pour certaines générations d'ordinateurs, le clavier n'est pas nécessairement important. Et l'importance ou la non-importance du clavier est directement corrélée ou encore dépendante de la qualité de la génération et du type du processeur utilisé dans l'appareil électronique entre parenthèses ordinateur correspondant. Ensuite encore, ce qui nous pousse très directement à parler de l'interface graphique. Quand on dit une interface graphique, ce n'est rien d'autre qu'une surface où les objets sont représentés par des icônes ou encore sont représentés graphiquement. Et quand on dit graphiquement, cela veut dire qu'on peut alors avoir accès à ces graphiques. Ok? Ainsi donc, puisque nous parlons d'interface graphique, nous allons nous rendre compte que lorsqu'on ouvre l'ordinateur, on se rend compte que d'une part, il y a un programme, d'autre part, on peut voir par exemple différents programmes ou les icônes de différents programmes. Et en cliquant sur une icône par exemple, on peut alors avoir accès ou ouvrir ces contenus. Ainsi, l'icône où nous avons cliqué, ce n'est rien d'autre qu'une représentation graphique d'une information. Et avec le temps, nous allons nous rendre compte qu'après cette page, l'interface graphique qui constitue en fait le milieu d'interaction entre l'ordinateur et l'humain a vite évolué dans le temps, jusqu'à rendre certains éléments ou certains matériels du hardware moins importants. Ainsi donc, cette interface graphique dispose ou met à notre position ou disposition les différents éléments qui constituent l'ordinateur afin que nous parvenions exactement et correctement à pouvoir le manipuler. Mais en quelque sorte, comment est-ce que cette interface graphique a évolué et avant de parler de son évolution, comment a-t-elle débuté? Ainsi, on va parler de l'interface machine-homme pour essayer un peu d'expliquer cette petite notion ou cette petite séance de notre cours. Nous allons nous rendre compte, j'ai devant moi trois types d'interfaces ou encore des surfaces de communication humain-machine. Au début, nous voyons que ce ne sont rien d'autre que le ligne qui s'affiche là. Par contre, ici, on voit des icônes où l'on peut cliquer. Ok. Et troisièmement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'icône, mais on peut utiliser la fonction tactile avec toucher. Ainsi, cette partie illustre l'évolution de l'interface ou de la surface de communication machine-homme qui est en fait l'interface, comme je le dis, l'interface graphique. Mais au début, on parlait des command line interface, où je dirais ce qui constituait l'interface de communication, ou encore je dirais la surface ou l'interface de communication humain-machine. Au début, elle était constituée uniquement de lignes, raison pour laquelle on parle de command line interface. Mais avec le temps, depuis les années 84, nous nous rendons compte que l'évolution a fait en sorte qu'on puisse ou que les informations soient représentées graphiquement par des icônes. Et actuellement, on parle même de l'interface qui n'est plus graphique, mais une interface qui s'adapte à être naturel, ou je dirais à être naturel. Ici, les trois types d'interfaces, je vais parler de Command Line Interface, Graphic User Interface et Natural User Interface. Ensuite, donc, nous allons nous rendre compte que l'interface de ligne des commandes était une interface utilisateur textuelle, utilisée pour exécuter des programmes, gérer des fichiers informatiques et interagir avec l'ordinateur. Les interfaces de ligne des commandes sont également appelées interfaces utilisateur des lignes
je disais interface de console ou interface de caractère. Donc, en quelque sorte, interface de ligne de commande ou je dirais command line interface accepte comme entrée les commandes saisies au clavier. Les commandes appelées à l'invite de commande sont alors exécutées par l'ordinateur. Ok? Ici, pour communiquer, je le dis que la machine était comme une bibliothèque qui nous fournit des informations en raison de notre demande. Alors, pour entrer une demande au niveau de l'ordinateur, à l'époque où la surface de communication n'était rien d'autre constituée des lignes, il fallait saisir des commandes. Et puisqu'on devait saisir, on devait se servir nécessairement d'un clavier. Et aujourd'hui, avec les graphiques, vous allez vous rendre compte qu'on utilise, on n'a pas besoin nécessairement des commandes, mais on peut utiliser les claviers et juste notre souris. Et en ce moment, nous nous rendons compte, pour une raison de notre dialogue ou de notre fonctionnement, le clavier n'a pas vraiment une importance capitale s'il faudrait interagir avec votre ordinateur lorsqu'on se situe dans un graphic user interface, puisque toutes les informations sont prévisualisées, c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez. Ensuite, donc, l'interface utilisateur graphique, c'est une forme d'interface utilisateur qui permet à les utilisateurs ou qui permet l'interface c'est une forme d'interface utilisateur qui permet je dirais une faute juste où les utilisateurs peuvent interagir avec les appareils électroniques par le biais d'icônes graphiques et d'indicateurs audio tels que notation principale au lieu du texte comme cela s'est situé ou s'est présenté au début des années 109 à 83. Et depuis 84, on est où l'on est que l'interface graphique, mais rien n'empêche que je puisse ouvrir une interface des lignes avec un ordinateur ou dans un ordinateur ayant une interface utilisateur graphique. Et c'est là, comme nous avons dit, il s'agit bien des commandes des consoles. Pour afficher comment les consoles, il suffit de faire Windows R sur Windows et puis je vais écrire commande, ok, puis je valide. Vous voyez, j'ai devant moi pardon, une interface des lignes des commandes. Ensuite, je disais que le troisième type était un peu plus naturel, l'interface utilisateur avec lequel vous interagissez à l'aide de modalités telles que les toucher. Par exemple, de notre Android, le geste, la voix, et plus actuellement avec les technologies les plus avancées de l'intelligence artificielle, ou encore je dirais beaucoup plus de neurones connectés ou de machine learning, on peut alors interagir avec, je dirais, les chatbots de l'OpenAI appelé ChatGPT. On peut interagir directement avec celui-ci en lui posant des questions et lui comprend notre langage et nous répond favorablement à notre demande. Ainsi, le monde évolue et également l'ordinateur évolue. Bien sûr, nous avons envie de comment est-ce que l'ordinateur a pu commencer ou bien nous le verrons. Et jusqu'à présent, on est passé de l'époque où l'interaction ne pouvait se faire qu'à travers des commandes saisies au clavier à des représentations graphiques et actuellement on est devant une interface naturelle. C'est comme si votre ordinateur devenait un humain semblable à vous que vous pourriez communiquer par les toucher ou je dirais par n'importe quel organe sensibilité par exemple ou de l'ouïe tout comme ça. Ensuite donc je m'en permets pour finir cette partie en peu de mots pour vous apprendre ou pour que vous appréhendez comment l'ordinateur fonctionne et ce qui est à la base nécessairement c'est le processeur. Le processeur qui est comparé au cerveau et c'est ce processeur qui va relier même différentes pièces aussi nécessaires à l'occurrence de mémoire ou différents types de mémoire comme nous le verrons pas seulement différents types de mémoire mais aussi des BIOS tout comme ça.
très prochainement, nous verrons une nouvelle leçon. Et pour cela, je vous laisse. S'il y a des préoccupations, n'hésitez pas de nous le faire parvenir.